Salut tout le monde, contente de vous retrouver. Surtout que si vous êtes là, je suppose que vous avez aimé la première vidéo sur les femmes et l'islam. Si vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir vu la partie 1 pour comprendre la partie 2, même si c'est mieux et je vous encourage à aller la voir un jour ou l'autre. Écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça parce que là aussi on va s'attaquer à un gros morceau, à savoir l'époque contemporaine. Et c'est parti! Alors, le 19e siècle n'aura pas vraiment été très favorable à la femme musulmane parce que le 19e, c'est le début de la mondialisation. Donc, beaucoup de biens européens vont inonder le marché au Moyen-Orient et résultat, ça va détruire des emplois dans l'artisanat, dans l'industrie qui étaient des emplois plutôt féminins. On voit également que vont s'implanter au Moyen-Orient des compagnies bancaires ou d'assurance européennes qui vont avoir une vision des choses très européenne, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir faire affaire avec des femmes, alors que dans la tradition islamique, les femmes étaient des acteurs économiques à part entière. Et sur le plan politique, c'est pas fou non plus, puisque le sultan ottoman va avoir une politique très conservatrice, ce qui ne va pas laisser beaucoup de place aux femmes dans la sphère publique. Et tout ça fait qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, une grosse partie de l'élite musulmane va ressentir un profond mal-être et une volonté, disons, de réformer les institutions, de moderniser l'islam. Ça, c'est le mouvement de la Nahda, donc qui démarre en Égypte et qui va prôner, c'est ça, une renaissance culturelle arabe. Et l'émancipation des femmes et leurs droits va être un des combats portés par les intellectuels qui faisaient partie du mouvement de la Nahda. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au début, ce sont des hommes qui vont prôner plus de droits pour les femmes. Il va falloir attendre la fin du 19e siècle pour que des femmes s'emparent du dossier. Bon, alors c'est sûr, c'est pas la grosse révolution, les grosses manifs dans la rue. Au début, c'est un combat qui est porté par des intellectuels, des femmes de l'aristocratie qui ont fait leurs études à l'étranger et qui vont d'abord se battre pour l'instruction. L'instruction, c'est vraiment le nerf de la guerre en cette fin du 19e siècle, parce que l'instruction, c'est vraiment ce qui fait le plus consensus pour démarrer, parce que, comme on l'a vu dans la première vidéo, tout bon musulman doit se cultiver, donc les autorités religieuses, au début, ne voient pas trop d'un mauvais œil que les femmes aient accès à l'éducation. Et donc parmi ces grandes pionnières, on a Ouda Chalawi. Alors Chalawi, c'est vraiment l'exemple type de la féministe arabe du début du XXe siècle. Donc elle appartient à l'aristocratie. Donc sa mère était esclave, mais son père était un grand aristocrate, donc elle grandit dans un harem. Donc elle a vraiment une très bonne instruction et elle part par la suite étudier à Paris. Donc elle va fédérer des femmes avec des profils similaires aux siens et créer en 1923 l'Union féminine égyptienne. Alors cette organisation est vraiment très universaliste. Ses membres ont différents profils. Il y a des musulmanes, mais aussi des chrétiennes, donc des coptes, il y a des juifs. Elles vont certes se battre pour le droit des Égyptiennes, mais elles vont aussi s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. On va voir Chalawi, par exemple, faire campagne en Italie et en France pour que les Françaises et Italiennes puissent avoir le droit de vote. D'ailleurs, plus tard, les islamistes vont être très sévères envers ces mouvements féministes du début du XXe siècle à cause de leur caractère international. Ils vont leur reprocher d'être des agents doubles de l'Occident, alors qu'en fait, pas du tout. Alors oui, c'est sûr, ces femmes lettrées musulmanes vont beaucoup regarder ce qui se passe du côté de la France, de l'Angleterre, tout simplement parce que c'est dans ces pays, aux États-Unis aussi, que les premiers combats féministes se sont vraiment structurés. Mais il faut savoir que ces mouvements féministes étaient farouchement anticolonialistes, puisqu'ils reprochaient en fait à l'autorité coloniale de faire le jeu des patriarcats locaux et de freiner l'émancipation des femmes musulmanes, ce qui est vrai, comme on l'a vu tout à l'heure. La grosse victoire de ces féministes, c'est que, en ayant favorisé comme ça l'accès des femmes à l'éducation, elles vont permettre l'arrivée par la suite de féministes, on va dire moins élitistes, de femmes issues de classe moyenne ou de la petite bourgeoisie. Et ces féministes des années 30 vont être beaucoup moins silencieuses, beaucoup moins, on va dire, polies, on va dire, et elles vont se battre pour de nouveaux droits, et notamment pour que les femmes puissent faire un comeback politique.
Donc la nouvelle tête du féminisme égyptien incarne vraiment bien cette vague de nouveautés, puisque succède à Chaalawi Doria Shafik. Alors j'aime beaucoup Doria Shafik parce que c'était une femme exceptionnelle qui a eu un destin tragique. Et forcément, quand une femme a comme ça un destin tragique et meurt prématurément, ben, on est obligé d'avoir un peu de sympathie pour elle, et c'est totalement le cas. Donc Shafik va aller faire ses études en France, où elle va se familiariser avec le féminisme. Donc elle obtient un doctorat à la Sorbonne et ensuite revient en Égypte. Donc elle va aussi beaucoup s'impliquer dans l'Union féminine, elle va créer son propre magazine, La Femme Nouvelle, et en 1951, elle va organiser une énorme manifestation de femmes devant le Parlement égyptien pour revendiquer plus de droits. Elle va aussi faire des manifestations et entamer une grève de la faim contre la politique israélienne. Et elle va finir par être interdite de presse parce qu'elle va aussi critiquer le gouvernement Nasser et elle va se suicider en 1975. Donc on voit que le combat pour l'accès aux droits politiques est vraiment un sujet crucial à partir des années 30. Sauf que malheureusement, à partir justement de ces années 30, on va voir l'apparition dans plusieurs pays d'un féminisme d'État qui va faire prendre aux femmes musulmanes des décennies de retard sur leurs consoeurs d'Occident. En effet, ce féminisme d'État est très pernicieux, il est fourbe. Officiellement, les pouvoirs vont dire que oui, ils s'inquiètent du sort des femmes, ils veulent améliorer la condition féminine, ils vont jeter quelques miettes aux femmes afin que celles-ci se détournent des combats principaux et malheureusement, ça va marcher. Ceux qui ont été très bons là-dedans, c'était les Iraniens. Par exemple, Reza Shah va interdire les organisations féministes privées au profit de l'organisation des femmes d'Iran et confiée à la propre sœur du Shah. Et même si cette organisation officielle va faire beaucoup pour favoriser l'instruction des petites iraniennes, mais bon, on a vu que ça, c'était pas un combat très risqué, hein. Il ne va absolument rien faire pour accorder des droits politiques aux femmes, au contraire. D'ailleurs, les droits civils, c'est pas forcément mieux puisque le code civil va vraiment appliquer à la lettre la charia. Donc en 1949, certains parlementaires comme Mohamed Mossadegh vont bien essayer d'octroyer le droit de vote aux femmes, mais ça va être un échec. Alors, il y a quelques secondes, je parlais de charia, et je pense qu'il est temps de faire une grosse dégression et d'ouvrir une parenthèse sur la charia. Parce que pendant mes recherches, je suis tombée des nues. J'écoutais une conférence donnée par Leila Touil, qui est une spécialiste de la femme dans l'islam. D'ailleurs, je vais mettre en barre d'infos des liens vers ses conférences, parce que c'est vraiment très très intéressant, elle explique très bien. Et dans une de ses confs, Leila Touil nous dit que la charia est une construction du 9e siècle. Et moi j'étais très surprise parce que je pensais que la charia c'était une sorte de Pâques arrivé avec le Coran. On entend tellement d'islamistes dire que oui la charia c'est sacré, mais en fait la charia ce n'est pas du tout sacré. C'est le fruit de l'interprétation de juristes sunnites au 9e et 10e siècle qui ont lu le Coran, ont lu les hadiths, l'ont interprété à leur sauce pour en faire un droit islamique, pour en faire une jurisprudence. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce droit est si en défaveur des femmes, parce que ces hommes étaient des hommes de leur temps, du 9e siècle, qui avaient la même vision que les Occidentaux ou les Chinois à l'époque, c'est-à-dire une vision très patriarcale. Et le problème, c'est que ces juristes ont été très très bons, ils ont été de très bons communicants qui ont très vite diffusé dans le monde islamique leur interprétation, ont réussi à en faire quelque chose de sacré et de non modifiable, alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines communautés musulmanes, comme les Druzes, refusent d'appliquer la charia, et que donc il n'y a pas besoin d'appliquer la charia pour être un bon musulman. Donc voilà, retournons à notre féminisme d'État, qui va aussi s'implanter en Turquie et en Égypte à partir des années 50, et qui va vraiment retarder l'arrivée des femmes dans la sphère politique. Bon, et il faut dire aussi que la politique de réislamisation à partir des années 70, ça va pas non plus beaucoup aider les femmes sur ce plan-là. En effet, à partir de cette époque, on va assister à une réislamisation du Maghreb, puis du Moyen-Orient, par des États en fait affaiblis,
et qui vont être soucieux de se relégitimer en abandonnant le modèle laïque, jugé trop occidental par une opposition islamiste, croissante. Et il faut savoir que l'Égypte, qui était quand même un pays fer de lance en matière de droits des femmes, ne va pas être épargnée par cette réislamisation du pays. En 1977, par exemple, la charia devient la source principale de droit, puis la seule en 1980. Donc le Pakistan va faire la même chose en 1977, même si le Pakistan c'est un petit peu à part, puisque c'est dans ce pays qu'on va voir une femme musulmane diriger pour la première fois un pays, en la personne de Benazir Bhutto, la dame de fer pakistanaise. Beaucoup de choses à dire sur Benazir Bhutto. Le Koweït va faire pareil aussi, effrayé par justement cette réislamisation de la société. Le pouvoir va lui aussi serrer la vis et va adopter des positions beaucoup plus rigoristes. Ainsi, le Koweït va fermer les organisations féministes privées et à la place instaurer des organisations islamistes féministes. Et là, on va s'attaquer à un gros paradoxe, à savoir la place des femmes au sein des mouvements islamistes. Sur ce point-là, les islamistes, pour une fois, n'ont pas été trop bêtes. Ils ont très bien compris que s'ils voulaient se maintenir au pouvoir, il fallait l'adhésion de 50% de la population, et ont donc créé des organisations féministes islamistes, et ont aussi permis à des femmes de faire carrière au sein de leur mouvement à des fins propagandaires. Par exemple, dès 1937, les frères musulmans vont créer l'organisation des sœurs musulmanes dans le but de contrer l'influence de l'Union qu'ils jugent trop occidentale et trop laïque. Surtout, alors au début, c'est vraiment une organisation décorative dans le sens où les sœurs musulmanes n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc au début, il s'agit surtout de séduire les mères de famille, puisque les femmes sont pour eux la base de l'unité familiale, et que donc si on veut que ces mères éduquent de manière islamique leurs enfants, il faut qu'elles-mêmes soient convaincues. Donc ils vont mettre en avant une femme très très charismatique, une ancienne membre de l'Union qu'elle a quittée parce qu'elle jugeait trop laïque, Zainab el-Ghazali. Et donc Zainab va faire des discours enflammés dans lesquels elle dit que les femmes doivent rester à la maison avec leur famille, ce qui ne va pas l'empêcher d'avoir un rôle très actif dans la vie politique du parti. Elle va manifester, elle va même être emprisonnée. Et donc les femmes vont comme ça être très présentes paradoxalement dans le discours des islamistes qui vont essayer constamment de légitimer leur position, quitte parfois à complètement dévoyer l'islam. Par exemple, si on prend le cas de Al-Qaradawi, donc Qaradawi c'est un membre très connu des frères musulmans, c'est un téléprêcheur très 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 célèbre. Il fait des prêches à la télévision, sur internet, c'est vraiment un pilier. Et donc dans ses prêches, il parle très souvent du rôle des femmes et il insiste sur le fait que non, les femmes n'ont pas le droit de diriger des pays, qu'elles n'ont pas le droit d'être califes, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas les capacités. Et ce qui est un peu de mauvaise foi, c'est que Qaradawi reconnaît que oui, dans le Coran, il est fait mention de la reine de Saba et qu'il y a eu dans l'histoire des reines musulmanes, mais que ces femmes, c'était des exceptions. C'est des exceptions dotées de valeurs viriles et que ces exceptions ne pouvaient en rien former une règle parce qu'il y avait vraiment une trop grosse inégalité entre les hommes et les femmes. Et ça c'est choquant parce que si on prend Averroès par exemple, qui est sûrement le philosophe musulman le plus célèbre au monde, Averroès dit que les hommes et les femmes sont totalement égaux. Donc voilà, s'il fallait choisir entre d'un côté Averroès et de l'autre Qaradawi, le choix est vite fait. Ce serait un peu comme devoir choisir entre Aristote et Raphaël Enthoven, si vous voyez ce que je veux dire. Donc cette interprétation très masculiniste de l'islam va commencer à susciter des mécontentements. Et à partir de la fin des années 80, on voit l'apparition du concept de féministe islamique. Donc en fait, ce sont des jeunes musulmanes, très souvent éduquées, qui vont vouloir revendiquer leurs droits politiques, mais sans pour autant se reconnaître dans le féminisme occidental. Elles vont vouloir relire, faire une exégèse, une réinterprétation un peu plus féminine du Coran, et pour ça, elles vont notamment aussi s'appuyer sur l'histoire, afin notamment de couper l'herbe sur le pied des islamistes. Un personnage que j'aime beaucoup, donc c'est Asma Lamravet, donc qui est la directrice du Centre des études féminines en islam et qui a rédigé plusieurs ouvrages dans lesquels elle démonte certaines interprétations et hadiths misogynes. On l'oublie souvent, et moi-même j'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais l'Asie du Sud-Est aussi est le laboratoire de changement et n'est pas exclu dans ce processus. Par exemple, des musulmanes de Malaisie vont créer en 1990
une ONG nommée Sister in Islam, qui vise à réinterpréter le Coran et la charia. Et leur idée principale, c'est, je cite, que ce n'est pas l'islam qui opprime les femmes, mais les interprétations biaisées du Coran influencées par les valeurs culturelles d'une société patriarcale. Donc un travail fastidieux et dangereux puisque en 2014, le conseil religieux d'un des États qui composent la Malaisie leur a jeté une fatwa. Alors je vais arrêter là la vidéo tout simplement parce que pour moi, après ce n'est plus tant de l'histoire, c'est plutôt de la science politique ou de la sociologie et il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre des liens vers des articles, vers des conférences, voire même vers des livres dans la barre de description pour que vous puissiez vous-même vous faire votre opinion parce que pour moi, c'est important sur ce type de sujet. Alors, quelques mots sur le livre que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Femmes et pouvoir en islam, d'Azadeh Kian. Alors, un bon livre, quelques faiblesses peut-être sur la partie Moyen-Âge, parce qu'en fait, Azadeh Kian, c'est à la base une sociologue, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un livre très, très, très intéressant, surtout sur la partie époque contemporaine. Je veux dire, si vous voulez commencer à lire sur ce sujet, je vous le conseille. Et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut!